Manuel Bompard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le projet de loi immigration adopté à l'Assemblée nationale, 573 votants sur 577, 349 voix pour, 186 contre, 20 députés de la majorité ont voté contre, 5 Modem, 2 Horizons aussi, et puis beaucoup d'abstentions dans la majorité. Toute la gauche a voté contre. Le président de la République s'exprimera dans la journée. Que lui dites-vous ce matin? Je lui dis qu'il a défiguré la France par ce vote. C'est un vote qui est tout simplement inacceptable. C'est un projet de loi qui met au cœur de la République française un certain nombre de propositions qui sont historiquement les propositions de l'extrême droite française depuis 40 ou 50 ans. La préférence nationale, la déchéance de nationalité, la remise en cause du droit du sol, pour prendre par exemple ces exemples, sont des propositions qui sont directement inspirées du programme de Marine Le Pen. Or, quand on est un président de la République qui prétendait être élu pour faire barrage aux idées de l'extrême droite, je pense qu'un an et demi, mettre en œuvre son programme, c'est tout simplement inacceptable. Je vais revenir sur le texte dans le détail. Il s'exprimera ce soir sur France 5 dans C'est à vous. A-t-il perdu le sens de l'État ? Ça fait bien longtemps, de mon point de vue, si vous voulez, que le président de la République a perdu le sens de l'État. Mais là, en l'occurrence, je crois qu'il a perdu le sens de la République française. Je pense qu'il faut que tout le monde mesure à quel point le vote qui a eu lieu hier est un vote de bascule. Le cœur de ce qui fait notre nation, la France, la République que l'on aime, elle s'appuie sur un contrat qui est un contrat civique, s'appuie sur des idées d'égalité, de liberté, de fraternité. La France n'a jamais été une nation qui se définissait par une couleur de peau, par une religion. La France a toujours été une nation autour d'un contrat politique qui unit les citoyens. Et je pense que par ce vote, il a rompu avec parfois plusieurs siècles d'histoire de la France. Est-ce qu'il est encore à la hauteur de la fonction? Non, mais il ne l'a jamais été. Écoutez, franchement, le président de la République n'a jamais été à la hauteur de la fonction. Et hier, on a assisté à une séquence qui est une séquence complètement pitoyable. En l'occurrence, il a perdu le sens de la République. Mais il a aussi perdu sa majorité qui part en lambeaux. Vous avez donné les chiffres, il faut quand même que tous les gens qui nous écoutent le comprennent. Un quart des députés macronistes n'ont pas voté ce projet de loi. Un quart, 25% des députés de la République En Marche, du Modem ou d'Horizon n'ont pas voté cette proposition de loi. Donc je pense que le président de la République, j'ai envie de dire, aurait dû avant ce vote se ressaisir tout simplement. Je vais jusqu'au bout de ma question. Est-ce que vous remettez ce matin en cause la légitimité d'Emmanuel Macron? Je n'ai pas le pouvoir de le faire, Jean-Jacques Bourdin. Il a été élu par les Français, je le regrette. Maintenant, je le combats, je suis un opposant, je le conteste. Et je dis que face à une dérive aussi grave, face à une droite et une extrême droite qui se coalisent autour des positions de l'extrême droite, ma responsabilité en tant qu'opposant politique, c'est d'ouvrir une perspective, de pas laisser le pays comme ça partir petit à petit. Je vais revenir sur la suite, notamment à gauche. Moi, je ne peux pas remettre en cause quoi que ce soit. Je dis que maintenant, notre devoir est de travailler une alternative. Bien. Alors, fin du macronisme. Vous pensez que c'est la fin du macronisme? Je pense que hier a marqué effectivement, on va dire, le premier jour de la fin du macronisme, qui est en train de partir en lambeaux total, et je pense qu'on s'approche de la fin, qu'il y a une ambiance de fin de règne, je le crois. Une victoire idéologique de Marine Le Pen, c'est ce qu'elle dit. Clairement, quand Marine Le Pen arrive à faire inscrire dans un projet de loi défendu par le gouvernement aujourd'hui des propositions phares du programme de l'extrême droite, oui, je le regrette, mais bien sûr que c'est une victoire idéologique. Mais cette victoire idéologique, c'est le président de la République, la première ministre et Monsieur Darmanin qui ont choisi de lui donner. Une défaite pour vous aussi, une défaite pour vous aussi, avec l'adoption d'un texte beaucoup plus dur. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Moi, je me battais pour faire en sorte que ce texte ne voit pas le jour. Nous avions remporté la première manche puisque nous avions réussi à rejeter le texte initialement à l'Assemblée nationale. Et effectivement, j'aurais souhaité, je me suis battu depuis une semaine pour faire en sorte que la deuxième manche ne soit pas perdue. Vous avez voté une motion de rejet contre le texte initial sorti de la commission des lois, qui était un texte beaucoup moins dur que le texte qui a été voté.
Et donc, monsieur, j'étais en désaccord avec ce texte, il fallait bien que je vote contre. Oui. Mais avec écoutez, le Rassemblement National qui s'est joué de vous, de tous. mais personne ne s'est joué. Attendez, attendez, que les choses soient claires. Ils sont monsieur très Bourdin. forts finalement. Monsieur Bourdin, tactiquement, Monsieur c'est de Bourdin, la tactique politicienne. Monsieur Bourdin, faut oui. avoir des convictions en politique. allez-y. Et moi, mes convictions, c'est que la première version du texte était à rejeter parce que j'étais en désaccord avec. Et ma responsabilité quand je suis en désaccord avec un texte, c'est de voter contre, tout simplement. Pour le reste, le président de la République, la première ministre, le ministre de l'Intérieur n'étaient pas obligés de céder et de reprendre l'ensemble des propositions de la droite dictées par l'extrême droite et de les inscrire dans ce texte de loi. C'est lui qui a fait ce choix-là. C'est sa responsabilité d'avoir fait ce choix-là. C'est pas la mienne. C'était un texte initial que vous pouviez amender à l'Assemblée nationale lors de la discussion. Vous n'avez pas voulu de cette discussion. Vous vous retrouvez avec un texte plus dur. S'il vous plaît. Soyons un petit peu honnêtes. Manuel vous savez que à l'Assemblée nationale, avant que les textes soient examinés en hémicycle, qu'ils soient examinés en commission, et que nous avons participé à ces commissions, et que l'ensemble de nos propositions en commission ont été rejetées par les députés macronistes. Donc il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. La vérité, c'est que on aurait pu aller au bout de l'examen de ce texte. Et si on était allé au bout de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale de la première version, à la fin, il y aurait une majorité de députés pour la rejeter, et on serait revenu exactement à la situation identique. La vérité, donc vous ne regrettez pas d'avoir voté la motion de rejet? Certainement pas. Mais il faut aller au bout de la logique. Alors, la vérité, c'est que vous avez aujourd'hui un certain nombre de députés macronistes qui essayent de masquer leur responsabilité en essayant de la faire porter à d'autres. Leur responsabilité, c'est hier, ils ont accepté de voter un texte de loi qui inscrit dans la loi française des choses aussi graves que la déchéance de nationalité, que le fait de revenir sur le droit du sol qui existe en France depuis 1515, depuis 5 siècles en France. On considère que qui naît sur le sol français devient français. Depuis des années et des années, l'extrême droite essaye d'inscrire dans notre loi un principe aussi abject que celui de la préférence nationale, que les gens qui nous écoutent le comprennent. On parle de travailleurs immigrés de nationalité étrangère en situation régulière, qui sont indispensables, qui occupent des métiers qui sont indispensables à la vie de la nation et à qui on va venir dire maintenant vous ne toucherez plus d'allocation familiale par exemple. Mais ces gens-là sont les gens qui travaillent dans nos hôpitaux, sont les gens qui travaillent dans nos services de soins, sont les gens qui prennent en charge les personnes âgées quand elles ont besoin d'être soignées, sont les gens qui s'occupent du nettoyage, sont les gens qui travaillent dans le métro, sont ceux que vous voyez le matin à 6h du matin quand vous levez, sont des gens qui sont indispensables à la vie de la nation et on est en train d'aller leur pourchasser. En quoi ça va améliorer la vie des Françaises et des Français? En rien, tout simplement. Mais est-ce que les Français n'attendent pas aujourd'hui de la fermeté? Ils plébiscitent, selon toutes les enquêtes, ils plébiscitent les mesures qui ont été prises. Mais lesquelles? Fermeté contre les étrangers délinquants et justice pour mieux intégrer les travailleurs étrangers. Mais ça, c'est des mots, c'est des phrases. Ce sont des mots. Qu'est-ce qu'il y a de justice pour mieux intégrer les travailleurs étrangers quand vous allez leur dire que leurs enfants et que leurs familles ne pourront pas bénéficier des allocations familiales, Jean-Jacques Bourdin? Tout ça, c'est des mots. Alors regardons de la fermeté pour des gens qui font qui commettent des crimes ou des délits, mais quelle que soit leur nationalité. Pourquoi vous essayez de faire rendre responsables les étrangers de situations qui sont des situations inacceptables? Ils n'en sont pas responsables. Alors regardons le texte. Les expulsions facilitées. Vous approuvez ça? Mais en quoi ce texte va faciliter les expulsions? Faciliter une expulsion lorsque, par exemple, un étranger délinquant qui a commis un crime, jusque-là, arrivé à l'âge de moins de 13 ans. Tout ça est une hypocrisie totale. Pourquoi Mais parce que la vérité aujourd'hui, c'est que le problème, ce n'est pas qu'on ne décrète pas suffisamment d'OQTF, comme ils disent. C'est que vous savez très bien que les pays, je parle d'expulsion d'étrangers, de binationaux, auteurs de crimes, par exemple. Monsieur Bourdin, pour expulser des gens, il faut, et vous le savez très bien comme moi, que les pays d'accueil acceptent de les accueillir. Or aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tout ça, c'est des phrases. Tout ça, c'est de l'hypocrisie totale. Ce texte de loi, au prétexte, en prenant prétexte de faits divers terribles, de drames terrible, essaye de faire croire aux Français que ce sont les étrangers qui sont responsables de tous les maux. Attendez. Oui. Quand vous avez des difficultés aujourd'hui à finir les fins de mois, quand vous êtes confronté à une inflation qui est grandissante, quand vous avez des difficultés parce que nos services publics tombent en lambeaux, ce ne sont pas les étrangers qui sont responsables de cette situation. S'il y a de l'inflation dans ce pays, c'est parce que des grands groupes depuis 2 ans s'en sont mis plein les poches. Le Fonds monétaire international dit 50% de la responsabilité de l'inflation est due à l'augmentation des profits des entreprises. Pourquoi vous voulez rendre responsable de ces difficultés sociales des étrangers qui n'en sont pas responsables? Si vous avez des difficultés
difficulté à vous soigner aujourd'hui, ce n'est pas en raison de l'aide médicale d'État. Vous le savez comme moi, c'est parce qu'il y a des déserts médicaux. Et pourquoi il y a des déserts médicaux? Parce que vous avez aujourd'hui des médecins à qui, par exemple, lorsque il y a quelques mois, on a examiné à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour faire en sorte qu'on installe des médecins dans les déserts médicaux, le Rassemblement national et la Macronie ont voté contre. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, et ce à quoi surtout je voudrais convaincre les Françaises et les Français, c'est que depuis plusieurs semaines, on leur fait croire que les étrangers sont les responsables de tous les maux, et ça conduit à l'adoption d'une proposition de loi aussi abjecte et inique que celle qu'on a votée hier. Sauf que c'est faux. Mais sauf qu'il y a des étrangers, Manuel Bompard. Vous le savez bien, des étrangers qui sont coupables, par exemple, tiens, un étranger binational condamné pour homicide volontaire d'une personne dépositaire de l'autorité publique pourra être déchu de sa nationalité. Vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre, c'est absurde. Mais monsieur Bourdin, oui. Il peut y avoir parmi les personnes étrangères des gens qui vont commettre des crimes ou des délits. Ça existe, bien sûr, ça existe. Et puis il y en a aussi parmi les personnes de nationalité française. Mais vous bien êtes sûr, d'accord. mais bien sûr. Et vous n'allez pas proposer la déchéance de nationalité pour les personnes de nationalité française qui commettent des crimes ou des délits. Donc quand on commet des crimes ou des délits, il y a une justice et ensuite on est condamné et parfois on est emprisonné parce qu'on a commis des crimes ou des délits. Le fait de faire croire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance est contredit par toutes les études sérieuses qui sont faites sur le sujet. Au mois d'avril de cette année, il y a un rapport qui a été fait par le CEPI, qui est rattaché à la première ministre, qui refute tout lien entre l'augmentation de la délinquance, de la criminalité et l'immigration. Depuis le début, ce texte de loi est assis sur une vision, sur des principes, sur des idées reçues qui ne correspondent pas à la réalité et que je combats et que je conteste de toutes mes forces. Et voir que le président de la République et sa minorité présidentielle sont venus sur ce terrain qui est traditionnellement celui de la droite et de l'extrême droite me révolte et me révulse, je vous le dis franchement. Alors, les mineurs ne pourront plus être placés en centre de rétention. C'est faux. C'est faux. Ah bon? Mais bien sûr que c'est faux. Parce que si vous lisez le texte de loi avec soin, vous verrez que un certain nombre de territoires sont exonérés de cette mesure, et notamment les départements et territoires d'outre-mer. Or, précisément, plus de 90% des mineurs qui sont placés aujourd'hui en centre de rétention. Attendez, plus de 90% des mineurs qui sont placés aujourd'hui en centre de rétention administrative le sont dans les départements et territoires d'outre-mer. C'est un mensonge pur que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, est venu proférer hier à la tribune de l'Assemblée nationale. Bien, et maintenant, que va-t-il se passer maintenant? Bon, Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé, dit avoir présenté sa démission. La première ministre dit n'avoir pas reçu la lettre, mais au moins il a le mérite d'aller et de le dire publiquement. Nous verrons bien. Hein, vous lui rendez hommage peut-être ce matin. Moi, j'attendrai de voir ce qu'ils vont faire. J'ai vu que 6 ministères avaient menacé de démissionner. Je leur dis le texte de loi a été adopté. Allez-y, passez aux actes. Bien. Est-ce que vous regrettez d'avoir voté Emmanuel Macron en 2022? Mais d'abord, vous ne savez pas ce que j'ai voté. Non, mais je vous pose la question comme ça, quoi. Et personnellement, ce que j'ai dit, c'est qu'il ne fallait pas une voix pour le Rassemblement national. Et je continue à penser dans ce pays qu'il ne faut pas une voix pour le Rassemblement national. Et le fait que le président de la République décide de reprendre le programme... Emmanuel Macron, Marine Le Pen, ce sont les mêmes à vos yeux aujourd'hui? Ce ne sont pas les mêmes, mais le président de la République a décidé de soutenir un projet de loi... de le faire voter, de mettre son poids dans la balance, qui est un projet de loi qui comprend 6 ou 7 mesures qui sont directement héritées du programme de Marine Le Pen à l'élection présidentielle. Et moi, je suis pas ici pour commenter les différences entre les uns ou entre les autres. Moi, je suis ici pour m'opposer au mauvais coup, et c'est ce que je vais continuer à faire. Et je suis surtout ici pour ouvrir une alternative, pour ouvrir une autre voie. Vous demandez, vous profitez de l'occasion, pardon, je ne profite pas de l'occasion. Emmanuel Bompard, posez votre question pour remettre sur le tapis une demande de réunion de la NUPES qui, je le croyais, était morte. Vous l'aviez dit, pas vous, mais Jean-Luc Mélenchon. Vous demandez donc, vous profitez de l'occasion pour demander une réunion de la NUPES. C'est bien, on est bien d'accord. Oui, on est bien d'accord. Pour faire quoi? Écoutez, d'abord, je vais vous dire. Nous, on a toujours été favorable à la NUPES. Quand Jean-Luc Mélenchon a dit je fais un constat. Le constat, c'est que le Parti communiste a décidé de quitter la NUPES, c'est que le Parti socialiste a décrété un moratoire et que les écologistes ont décidé de lancer leur propre liste aux élections européennes. Je dis, faut se ressaisir. Je dis l'importance de ce qui s'est passé hier. Je n'en profite pas, Monsieur Bourdin. Je dis qu'il faut être politiquement, c'est logique. Je dis qu'il faut être à la hauteur de nos responsabilités et qu'il faut être à la hauteur de cette situation. Et être à la hauteur de cette situation, c'est se réunir en urgence. C'est faire en sorte que on reprenne le chemin de ce qu'on a construit il y a 1 an
an et demi avec la NUPES qui nous a permis de remporter le premier tour des élections législatives et qui nous a permis de dire aux Françaises et aux Français, vous voyez, vous n'êtes pas condamnés. Il n'y a pas de fatalité à ce que la droite et l'extrême droite se réunissent autour du programme de Marine Le Pen. Il y a un autre chemin possible. Il y a une autre voie possible avec la NUPES. Ça doit commencer dès les prochaines élections européennes. Il faut se réunir, il faut se rassembler, il faut faire en sorte qu'aux élections qui vont avoir lieu au mois de juin. Après les européennes. Non, dès les élections européennes, Monsieur Bourdin. Donc vous remettez sur le tapis bien sûr, une liste commune aux européennes. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? On va pas dire aux Français, vous voyez, maintenant, le président de la République reprend les propositions de l'extrême droite, mais aux élections européennes, vous allez avoir le choix entre la liste de Monsieur Macron et la liste de Madame Le Pen. Il faut qu'aux élections européennes, les Français ils puissent avoir un bulletin de vote qui incarne cette alternative. Il y a d'autres listes. Oui, mais vous savez très bien que diviser la NUPES, elle ne pourra pas concourir, elle ne sera pas dans le match pour remporter les élections européennes. Tout le monde le sait, Monsieur Bourdin. Il faut dire les choses franchement, c'est le titre de votre émission. À gauche sur la vision de l'Europe. Mais ce n'est pas vrai. Les jeunes de la NUPES ont fait un travail programmatique extraordinaire. Ils ont montré qu'il y a un programme commun qui est possible. Donc maintenant, je dis à tout le monde, chacun est devant ses responsabilités. Vous avez entendu Attendez, moi je prends mes responsabilités. Oui. Chacun est devant ses responsabilités. On a eu des désaccords. Moi je prends mes responsabilités. Je dis maintenant, comme le disait Aragon, quand les blés sont sous la grêle, fou celui qui fait le délicat. Moi je ne ferai pas le délicat. Donc maintenant, mettons-nous autour de la table et reprenons le chemin de l'alternative. Mais à gauche, le PC a déjà pris des initiatives aussi. Vous avez vu ça. Vous avez vu ça en se disant, on va construire. Pourquoi ne pas construire une majorité à gauche, enfin une majorité, une union à gauche avec notamment les macronistes qui ont voté contre ce texte projet de loi immigration. Mais attendez, moi je m'adresse, je propose. Vous êtes prêt à les accueillir aussi? Moi, je propose de construire avec la NUPES une alternative. Et je dis que cette alternative, elle doit se faire autour du programme de la NUPES. Et je pense que ce programme de Jean-Luc Mélenchon. Je parle du programme de la NUPES. Mais attendez, c'est le programme de la NUPES ou c'est autour de Jean-Luc Mélenchon? Mais d'abord, on défend des idées, Monsieur Bourdin, et ensuite il y a des personnes pour les porter. Bien évidemment que Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui une figure qui est une figure incontournable. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Incontournable. Donc incontournable, il est incontournable pour 2027. On est bien d'accord, que les choses soient claires. Mais je ne suis pas en train de vous parler de 2027. Si. Je suis en train de vous dire. Mais vous pensez qu'à ça. Jean-Luc Mélenchon ne pense qu'à ça. Ce à quoi je pense, Monsieur Bourdin. Vous n'êtes pas à ma place. Moi, je vous dis, arrêtez. On n'est pas en train de parler de petits trucs politiciens de 2027. On est en train de parler du pays. On est en train de parler de savoir si on veut laisser le pays dériver dans les bras des idées de l'extrême droite. C'est ça qu'on est en train de, c'est ça dont on est en train de parler. Donc moi, on parlera de 2027. D'éviter au pays de tomber dans les bras de l'extrême droite, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est le seul qui est capable. Je suis en train de vous dire que ceux qui pensent qu'il faut exclure Monsieur Mélenchon, comme l'ont pensé un certain nombre de composantes ou de dirigeants de la NUPES, se trompent. Si, quand on est dans une situation aussi grave, on va pas mettre de côté celui qui a fait 22% des voix il y a 1 an et demi à l'élection présidentielle. Ça n'a aucun sens. Donc maintenant, je dis, arrêtez avec vos petits trucs, vos petits moratoires, vos petites suspensions. Le sujet, il est sérieux. On parle de l'avenir du pays. Donc je dis arrêtons, mettons-nous autour de la table et reprenons le chemin du rassemblement autour du programme de la NUPES, tout simplement. Je pense que les gens qui nous écoutent comprendront ma démarche, je le crois. Pour boucler la boucle, est-ce que vous demandez la démission d'Elisabeth Borne ou la dissolution de l'Assemblée nationale? Moi, écoutez, je pense que oui, tôt ou tard, la question du retour aux urnes, elle est posée. On va pas continuer comme ça, avec ce spectacle pitoyable et pathétique auquel on a assisté hier d'un président de la République qui nous dit que si la texte de loi est voté avec telle ou telle voix, je vais faire une deuxième délibération, d'un ministre de l'Intérieur qui vient nous dire votez une loi, mais il y a des mesures dans ma loi qui sont contraires au Conseil constitutionnel. Tout ça est pitoyable. Quel que soit ce que vous pensez, vos idées, vos convictions, tout ça est ridicule. C'est un spectacle lamentable. Ça ne peut pas continuer comme ça pendant des mois et des mois. Donc oui, je dis que la question du retour aux urnes, elle va être posée. Je dis que tôt ou tard, les Françaises et les Français vont être appelés à voter. Et c'est pourquoi je leur dis que la NUPES sera, à mon avis, doit être à la hauteur de cette situation et leur proposer un bulletin de vote, pas pour moi, pas pour nous, pas pour nos petits trucs, mais tout simplement parce que il y a des grands défis qui sont devant nous en matière sociale, en matière écologique, en matière démocratique, en matière de défense des services publics, et qu'il faut une proposition pour porter des réponses à ces défis, et que ni Monsieur Macron ni Madame Le Pen sont en capacité de régler ces problèmes, tout simplement. Bien, Manuel Bompard, j'ai une dernière question. Je change de sujet. Allez-y, changez de sujet. J'ai trouvé cette enquête intéressante
compte sur les musulmans de France. 24% des 15-24 ans et 28% des plus pratiquants ont de la sympathie pour le Hamas. Et 45% des Français musulmans estiment que le massacre du Hamas, le 7 octobre, est un acte de résistance. Est-ce que vous avez regardé en détail le sondage? Non mais sur ces chiffres-là... Attendez. Oui. Vous avez regardé en détail le sondage? Allez-y. Parce qu'il y a par proximité partisane. Oui. Et c'est marrant, c'est les électeurs de confession musulmane, si j'en crois le sondage, de Monsieur Zemmour qui trouvent le plus, qui sont le plus d'accord avec ces propos. Les électeurs musulmans de Monsieur Zemmour ne sont pas très nombreux. J'ai lu le sondage, regardez, lisez-le en détail. Écoutez, j'ai vu aussi que les électeurs de gauche musulmans de gauche de Monsieur Mélenchon étaient plutôt proches du Hamas. C'est ce que j'ai vu. Écoutez, Monsieur Bourdin, aussi, non? Monsieur Bourdin, je ne le crois pas. Je vais vous dire ce que je crois moi. Je crois que les musulmans de ce pays, comme l'ensemble des Français, ont été révoltés, bien évidemment, par l'horreur des actes qui ont été commis par le 7 octobre. Et je crois que les musulmans de ce pays, comme l'ensemble ou une grande partie des Français, sont révoltés aussi par la violence et la brutalité de la riposte de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, qui a fait plus de 20 000 morts à l'heure où on se parle. Et que quand on est attaché à la paix, quand on est attaché à un certain nombre de principes humains, on ne ferme pas les yeux, on ne détourne pas le regard face à cette situation. Et que la France, le président de la République, puisqu'on parlait de lui, s'honorerait de porter à l'échelle internationale, de manière beaucoup plus forte que ce qu'il a fait aujourd'hui, la parole de la paix. Bien sûr, il s'est prononcé pour un cessez-le-feu. Après 50 jours, a voté à l'ONU. Après 50 jours, le président de la République s'est prononcé pour un cessez-le-feu. Je dis que maintenant, il doit aller au-delà des paroles et il doit poser des actes. Voilà ce qu'il peut faire. Premièrement, il peut décider d'engager des sanctions contre le gouvernement israélien qui est responsable de ces massacres de masse. Je demande des sanctions contre le gouvernement israélien. Deuxièmement, le président de la République peut décider, comme l'Assemblée nationale l'avait voté il y a une dizaine d'années, de reconnaître officiellement l'État de Palestine, comme ont décidé de le faire une majorité des États dans le monde. Parce que si le président de la République s'engageait sur la voie de ces deux mesures, alors ça pourrait faire bouger les lignes. Avec quelle autorité représentative? Il y a une autorité, mais bien évidemment, elle est reconnue à l'Organisation des Nations Unies, Monsieur Bourdin. Une majorité des États dans le monde reconnaissent officiellement l'État de Palestine. La France pourrait le faire. Et alors ça pourrait faire bouger les lignes. Parce qu'on peut pas seulement se contenter de paroles quand il y a un massacre, qui est un massacre aussi ignoble et aussi horrible que celui qui est commis aujourd'hui à Gaza. Et encore une fois, quand on est attaché à l'humanité, quand on est attaché à la paix, on ne trie pas les victimes en fonction de leur origine ou de leur confession religieuse. On est attaché et on considère que toute victime se valent. Et donc, on parle, on prend la parole, on s'indigne, on s'exprime comme je le fais à ce micro et on pose les actes qui permettent de faire bouger les lignes. Merci Manuel Bompard.